Cet épisode a été enregistré et publié sur les autres plateformes d'écoute avant que je lance cette chaîne et donc n'a pas été filmé. Mais je voulais quand même vous donner accès aux épisodes, notamment si vous n'avez pas accès aux autres plateformes d'écoute. Donc vous pouvez quand même écouter l'épisode, même s'il n'y aura pas d'image et je ne serai donc pas derrière mon micro sur le canapé en train de vous parler. Mais c'est également le cas pour 2 autres vidéos qui n'ont pas non plus de visuel car je vais également publier les épisodes avant de lancer cette chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos qui sortiront tous les lundis matins auront de nouveau une vidéo et vous pourrez me voir derrière mon micro en train de vous parler sur le canapé. En tout cas, même si la suite de cette vidéo n'a pas de visuel, n'hésitez pas à l'écouter. Nous abordons différents sujets tout aussi intéressants. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec un visuel. Hey do! Hey! Välkomna dans Norden, le podcast qui explore la vie dans les pays nordiques et plus particulièrement en Suède. Je suis Perrine Burderon et aujourd'hui, je vous emmène au cœur du quotidien nordique. Et aujourd'hui, nous allons parler du lien qu'ont les Suédois avec la nature. Parce que la nature a une place très très importante dans la culture suédoise et même, je pense, dans la culture nordique en général, mais là, ça sera vraiment très spécifique à la Suède. Car j'ai pas tellement d'infos, je sais pas trop ce qui se passe en Norvège, enfin comment c'est en Norvège, en Finlande ou au Danemark par exemple. Mais en Suède, la nature donc, a une place très très importante. Alors déjà, en même temps, elle est vaste. Il y a 70% de forêts dans le pays. Il y a énormément de lacs, d'archipels et quelques montagnes entre la Norvège et la Suède. Elles sont pas très hautes, mais il y a quelques montagnes avec de la neige. Et il y a beaucoup d'activités possibles, que ce soit des randonnées. Nous, on fait beaucoup de randonnées dans les parcs nationaux notamment, du canoë au bord de l'eau ou dans les lacs, et un mode de vie aussi qui est très connecté en fonction de la saison. Ils vont pas avoir les mêmes activités, que ce soit l'été comme l'hiver. L'hiver, ça va être beaucoup de ski, beaucoup de randonnées à ski, comment on appelle ça, à raquettes. Et l'été, ça va être beaucoup au niveau des lacs, beaucoup de randonnées. Ça va être beaucoup dépendant de la saison et en même temps, le Suédois, dans la culture, est très très connecté à la nature. Dans l'épisode précédent, je parlais du badkråka, la peur du bain et donc des bains nordiques. C'est aussi quelque chose qui est très courant de juste aller se baigner dans les points d'eau, que ce soit au niveau de la mer, au niveau des lacs. Quand il y a des saunas, il y a beaucoup de saunas qui sont sur l'eau, qui sont construits au-dessus de l'eau. Et en fait, dès qu'on sort du sauna, il y a des points d'eau alors qui sont à l'intérieur de la zone. Et les gens juste sautent dans l'eau et puis hop, retournent dans le sauna. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans la culture et qui font partie d'eux. Je pense qu'ils font vraiment partie quand même, ils grandissent. Les enfants sont énormément dehors, que ça soit été comme hiver. Et en fait, l'hiver, ils s'habillent de manière adaptée. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est une expression scandinave ou même des pays nordiques en général, mais ils disent qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Et c'est vrai que c'est vrai, au début, j'avais jamais pensé à ça en fait, mais c'est vrai que quand on vient là, on se rend compte que oui, peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse super chaud, alors super chaud à hauteur du Grand Nord, donc pas plus de 26 degrés, mais il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Et en fait, l'hiver, s'il fait froid, il faut juste bien s'habiller. Et les enfants, de septembre à mars, ils sont habillés avec les combis de ski. Alors, des fois plus fines, parce que il fait pas aussi froid et pour bouger, c'est plus simple. Mais il y a les grandes combis. Au lieu d'avoir juste une veste, un blouson, non, ils ont carrément les combis. Et en fait, les gamins, ils ont les bottes de pluie ou les bottes plus chaudes, suivant la température. Et ils peuvent aller jouer dehors et aucun problème. Alors là, moi, je suis dans le sud, donc il fait pas aussi froid. Mais en Laponie, il fait très très froid. Et en fait, même s'il fait moins 30, les enfants jouent quand même dehors. Et juste, ils sont habillés. Ils ont une cagoule, un bonnet, ils ont des gants adaptés. Enfin voilà, et c'est tout à fait normal de passer du temps dehors. Pour habiller un enfant, par exemple, on marche beaucoup par couches. Alors moi pas trop parce que dans le sud il fait pas si froid comme je disais, mais je sais que dans le nord il marche beaucoup par type de couche. Donc je crois que c'est une première couche en coton, après en laine de mérinos, un truc comme ça, et puis après soit la grosse veste ou soit encore une couche supplémentaire. Enfin voilà, en tout cas ça marche beaucoup par couche et savoir bien s'habiller, ça permet de mieux profiter.
Et à l'école ou à la crèche, donc moi, mon enfant qui a 14 mois, bientôt 15, il va à une espèce de crèche école maternelle et la plupart des jours de la semaine, il est dehors. Ils sortent, alors pas toute la journée, mais ils sortent toujours un coup chaque jour. Je ne sais pas combien de temps ils sortent, mais voilà, il a sa petite combi, ils le mettent en combi. Alors il marche maintenant, mais il marche à la hauteur d'un enfant de 15 mois, donc il va pas il court peut-être un peu, mais voilà, il est pas hyper encore au niveau de la motricité. Voilà, il marche, il grimpe un peu, mais voilà. Et en fait, ils vont quand même dehors et puis ils s'amusent tous dehors. Et ils font leur petite vie. Et puis, en fait, ils se salissent, c'est pas grave. Et puis, en fait, ils se salissent pas tellement, ils se salissent la combi. Donc voilà, ils ont vraiment un lien avec la nature dès l'enfance, dès la maternelle, dès les 1 an. Enfin, nous. Enfin, même dès la naissance, en fait. Dès la naissance, ils ont un lien avec l'extérieur et ils apprennent à vivre avec la nature. Et en fait, le fait de toujours sortir, notamment à l'école, parce que on reviendra là-dessus, mais l'école commence à 6 ans. Et en fait, avant, c'est plus crèche maternelle. Mais c'est pas vraiment une école maternelle, c'est vraiment de la crèche, quoi. Et en fait, pendant ces moments-là, ils sont pas juste à l'intérieur à faire Bon, ils font des Legos de temps en temps, mais ils font plein de choses, plein d'activités, notamment des activités pour apprendre à respecter la nature, apprendre à connaître la nature, comment on se comporte à l'extérieur, en société aussi, mais voilà, là, c'est vraiment en lien avec la nature. Et en fait, dès la naissance, ils apprennent à vivre en harmonie avec la nature. Et ça se ressent quand on va... quand on sort, quand on voyage, quand on visite les parcs, quand on fait des randonnées, ça se ressent qu'ils ont une connexion assez différente. Et donc, alors, le principe il y a aussi la sieste nordique, on appelle ça en France, ici c'est normal, où les enfants dorment dehors. Donc il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements, et donc vous inquiétez pas, les enfants sont couverts, ils n'ont pas froid. Moi, à l'heure actuelle, mon enfant n'a encore jamais tombé malade. Peut-être il a eu déjà le nez qui coulait, mais en tout cas, il dort dehors. Je pense qu'il y a 80% du temps de ses journées de sieste depuis qu'il est né, enfin peut-être depuis qu'il a 3 semaines, et il n'est jamais tombé malade. Donc voilà, donc en tout cas, c'est un sujet, je pense vraiment faire un podcast là-dessus, parce que je sais que ça questionne beaucoup de gens. Et nous, quand on rentre en France, en fait, en France, parce que vous allez me dire, oui, mais en France, c'est pas possible de faire ça. Alors nous, en France, quand on rentre, il dort dehors aussi. On va pas lui changer ses habitudes. Mais en fait, en France, on garde le même rythme. Et en fait, il dort dehors aussi, adapté à la température. Après, on est en maison. Donc en France, que ça soit de mon côté ou du côté de mes beaux-parents, c'est des maisons. Donc forcément, c'est plus facile de le faire dormir dehors. Mais voilà, j'en parlerai plus en détail. Mais on essaie aussi de lui donner ce lien avec la nature. Et puis, il y a aussi, peu importe, beaucoup de bienfaits. Mais voilà, en tout cas, on passe beaucoup, beaucoup de temps dehors. Et en fait, il y a même une loi suédoise qui est vraiment inscrite donc dans la loi, qui s'appelle Allemansrätten. Donc, en fait, c'est vraiment un droit de libre accès à la nature. Donc, Allemansrätten. Ce principe, cette loi confère que chaque personne a un droit de libre accès donc à la nature, et c'est vraiment un principe fondamental que chaque personne peut bénéficier comme il l'entend de la nature, à condition, donc il peut se promener, camper, faire du vélo, cueillir des baies, des brindilles, des champignons, comme ça, ce qu'on fait aussi en France, profiter des espaces. Par contre, chacun doit respecter la nature. Chacun vraiment peut bénéficier comme il l'entend, à condition que l'on respecte son environnement, qu'on le respecte sa nature. C'est-à-dire que si vous voulez ramasser des baies, des brindilles, des champignons, vous avez le droit, mais pas trop, suffisamment pour votre bien personnel, mais tout en laissant suffisamment pour que la nature soit respectée, pour que la nature puisse se régénérer. Si vous voulez aller vous promener, vous pouvez vous promener à condition de rester dans les sentiers, dans les chemins qui abîmeraient pas trop la nature, qui perturberaient pas trop la faune. Ne faites pas trop de bruit pour pas perturber les oiseaux. Donc vous pouvez bénéficier tant que vous respectez. Mais par contre, ne vous inquiétez pas que si vous respectez pas, il y aura des gens qui vont venir vous rappeler à l'ordre. Parce qu'ici, il n'y a aucun problème pour dire vous faites pas, c'est pas bien ce que vous faites. Dans le respect, parce qu'il n'y aura pas de conflit, mais parce que les Suédois évitent quand même beaucoup le conflit. Mais on va vous le dire là, non, c'est pas ok ce que vous faites, vous respectez pas. Bref. Mais vous avez aussi la possibilité de dormir n'importe où, tant qu'il n'y a pas, il y a des zones protégées, des parcs
nationaux. Donc là, dans les parcs nationaux, vu que c'est des zones protégées, il y a des zones spécifiques pour les tentes. Mais en dehors de ces zones protégées, vous pouvez camper n'importe où, et chez les particuliers aussi, à condition que vous soyez suffisamment loin des habitations, que vous embêtez personne. Donc bien sûr, si vous avez votre maison et votre jardin, bon là, ça va pas être trop possible, mais si vous avez une propriété qui est assez courante en Suède, avec des hectares de je sais pas, une forêt, de terrain, eh bien, vous pouvez camper sans problème sur ce terrain-là, même si c'est privé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de terrains privés, tant qu'en fait, vous embêtez personne, vous embêtez pas la nature et vous embêtez pas l'habitant parce que vous êtes suffisamment loin de la maison. Et bien sûr, parce que vous respectez votre environnement, c'est-à-dire que vous faites pas vos besoins partout sans les enterrer. Vous laissez pas de déchets, vous ramassez tout et en fait vous repartez comme si vous laissez la nature. Et il y a toujours des panneaux qui disent laissez la nature comme vous l'avez trouvée. Un peu comme aux toilettes quoi. Quand on va aux toilettes en France, il y a souvent le panneau laissez les toilettes aussi propres que vous l'ayez trouvées. Certains ont du mal à suivre les pancartes, mais c'est le même principe. Et donc voilà, ils ont vraiment ce lien et du coup ça permet de vraiment profiter comme on veut de la nature. Parce que les gens respectent aussi, ils sont très respectueux parce qu'ils marchent aussi avec la société. C'est pas non plus une société trop, je trouve, moi en tout cas, à mon sens, c'est pas une société individualiste. Et en même temps, ils sont très individuels, mais je trouve qu'ils fonctionnent beaucoup ensemble sur le respect d'autrui. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup cette expression, je l'utilise beaucoup même avant de venir, et ça marche un peu comme ça, c'est-à-dire que fais pas à autrui ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Donc ça veut dire que si toi t'as envie d'arriver dans un endroit propre, laisse-le propre pour les autres aussi. En tout cas, et c'est un peu cette connexion que j'aime bien, et que quand nos proches viennent visiter, ont un peu aussi aperçu, quand on est allé dans les parcs nationaux et tout ça, on ressent tout ça, ce lien avec la nature. Et j'ai d'ailleurs vu, là, en préparant l'épisode, que je me demandais toujours pourquoi. Parce que ici, les chiens doivent être en laisse du 1er mars au 20 août de l'année. À chaque fois, ils doivent être attachés. Et je me demandais pourquoi. Je pensais que c'était parce qu'il y avait peut-être beaucoup de touristes, les gens profitaient de leur été, mais en fait non, c'est pour respecter la faune et la flore, parce que là, il y a les oiseaux qui font leur nid. En tout cas, voilà, c'est des périodes assez sensibles pour les animaux, et pour éviter de les perturber et de les déranger, les chiens doivent être tenus en laisse pour éviter qu'ils aillent se balader sans faire de bruit, hein, même s'ils sont un peu respectueux et c'est un chien bien élevé, parce qu'ici, la plupart des chiens sont très éduqués. Même si les chiens sont bien éduqués, aboient pas, courent pas, mais juste le fait d'aller se balader hors du sentier, d'aller se balader un peu plus dans la zone de la forêt et tout, ça peut perturber les animaux. Et donc voilà, les chiens doivent être attachés. Et ça, je l'ai appris. Enfin, j'avais déjà vu le panneau et je me demandais pourquoi. Et voilà, en tout cas, je viens de l'apprendre. Et donc, par exemple, je parlais des parcs nationaux. Souvent, alors il y a beaucoup de parcs. Et dans ces parcs, il y a vraiment des zones dédiées. Et je trouvais ça sympa parce qu'on parlait de faire du feu, des barbecues. Alors normalement, vous pouvez faire votre feu là où pas là où vous voulez, parce que justement, il y a des règles à respecter. Pas proche d'un arbre, pas qu'il y ait de risque de mettre du feu, à la forêt. Il y a pas mal, mais en France, c'est pareil. Et dans les parcs nationaux, il y a des endroits spécifiques pour les barbecues. Ils vous laissent il y a des barbecues qui existent. Donc en fait, on n'a pas le droit de faire notre propre barbecue. Comme ça permet de faire un endroit spécifique. Et j'aime bien ces barbecues-là parce que ils sont grands et en fait, ils sont un peu conviviales. Et il y a souvent, il y a une ou deux grilles qui sont un peu séparées, mais qui partagent le même feu ou deux feux. Et en fait, ça permet à deux familles différentes de faire chacun son barbecue, mais un peu au même endroit. Et en fait, il y a des bancs, des gros bouts de bois qui sont autour de ce barbecue-là, et ça permet de manger autour de ce barbecue-là. Et donc, nous, ça nous a permis de rencontrer des gens, de discuter un peu autour, ou même à plusieurs, quand on est vraiment beaucoup, de faire des gros barbecues. Et j'aime bien un peu ce mode, parce que c'est assez courant ici, que ça, l'été ou même l'hiver, pas non plus en plein mois de décembre, mais assez tard dans l'année, où les gens font leur barbecue, et il y a du bois aussi qui est fourni. Il y a une petite maison avec du bois, et en fait, souvent, ils fournissent, ou alors il y a une petite tâche qui permet de couper le bois, donc t'as pas besoin d'emmener ton bois. Et voilà, je trouvais ça pas mal. Et puis dans les parcs nationaux, pareil, comme je disais, il y a des zones exprès pour poser ta tente. Comme ça, pas besoin de camper n'importe où et tout. Et ça permet de respecter encore plus. Si les règles, tout est bien délimité, ça permet aussi de mieux savoir comment faire et donc de mieux respecter. Et il y a aussi beaucoup plus de poubelles dans les parcs nationaux et des toilettes. Les toilettes, il y a beaucoup plus de toilettes, que ça soit dans les parcs nationaux et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus simple ici de trouver une poubelle, de trouver un toilette et donc en fait d'éviter d'aller pisser
voilà, autre chose, n'importe où. Et même, voilà, les déchets, en fait, c'est très facile de jeter ces déchets dans une poubelle et donc ça évite aux gens de jeter par terre. Parce que ne faites pas ça, on ne jette pas ces déchets dans la nature. Et donc, souvent, nos proches, quand ils viennent visiter, c'est une des choses qu'ils constatent que la Suède est un pays propre. Alors, je mets la Suède, même les pays nordiques en général, sont des pays propres parce que déjà, les gens respectent, ont appris à respecter la nature, ils ont un lien différent avec la nature. Et puis ils apprennent aussi à respecter autrui, à ne pas jeter ces déchets n'importe où. Et c'est toute une culture où ils sont vachement dans le respect de la nature et des autres. Donc c'est un peu... et je trouve ça reposant. Nous, les week-ends, c'est souvent, on va se balader, on va faire... pas forcément dans les grands parcs nationaux, mais voilà, on va soit en ville ou en nature. Et c'est assez calme, reposant. C'est vraiment... c'est apaisant. On est reposé après. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez différent. Alors en France aussi, on a des randonnées, c'est possible de faire tout ça, bien sûr. Moi, je viens de la montagne, donc en montagne, c'est pareil. J'ai toujours fait beaucoup de balades, mais voilà, en tout cas ici, c'est quelque chose qui est très très présent. Et je trouve ça très intéressant, en tout cas même d'avoir dans la loi le droit de libre accès à condition de respecter. Et comme ça permet aussi de potentiellement disputer, je sais pas comment dire, mettre une amende à ceux qui respectent pas. Parce qu'en France, on n'a pas forcément... la nature est pas tellement dans la loi, je crois. Si je me trompe pas, il n'y a pas tellement de loi à propos de tout ça et de comment respecter. Parce que là, en recherchant, vous pouvez trouver facilement sur Google, j'ai trouvé un PDF qui justement donnait toutes les infos de qu'est-ce que tu as le droit, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, et de comment bien te comporter dans la nature pour justement bénéficier comme tu le veux de la nature. Il y a quand même des règles à faire, à suivre, des lois à suivre, c'est pas non plus l'anarchie, quoi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé si un jour vous venez en Suède, comment bénéficier de la nature si vous voulez venir camper, faire un petit road trip et venir camper et faire, juste partir avec votre tente et partir dans un train et vous balader. Franchement, c'est possible et c'est très très facile. C'est vraiment un pays très facile d'accès de ce côté-là. En tout cas, n'hésitez pas à venir me contacter si vous avez d'autres questions par rapport à tout ce que je viens de raconter. Peut-être que je détaillerai un peu, en tout cas, c'est sûr que je détaillerai en tout cas un peu plus en détail la sieste nordique et les enfants, leur lien avec l'extérieur et la crèche et tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et n'hésitez pas à partager autour de vous et de venir me poser quelques questions si vous voulez plus de détails. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Heido!